Donc tu vas nous parler des enlèvements, de tes théories qui expliquent les enlèvements, aussi la différence entre visiteurs et kidnappeurs. Enfin, je ne vais pas déflorer le sujet, bien sûr, je vais te laisser parler. Là, je vais te faire présenter rapidement quelques actualités, et puis je te passerai la parole après. Voilà. On va parler d'ufologie, un tout petit peu d'astronomie, mais sur un mode humoristique. On va parler pas mal d'astronautique, et puis quelques annonces. Une annonce, ça va être réduit d'ailleurs. Simplement, comme vous le savez, nous filmons, et quelquefois même nous photographions. Et si vous ne voulez pas être filmé, s'il vous plaît, mettez-vous derrière la caméra, de manière qu'on n'ait pas ensuite à faire des montages, des choses compliquées pour récupérer un film qu'on puisse montrer. Ah oui, c'est là. Alors, en ufologie, on va parler de l'actualité américaine et rapidement, je vais présenter quelques livres. Alors là, je remercie Gérard Deforge et Michel Turcot qui ont relayé l'information, comme je dis, ça m'a aidé. Alors, en ce moment, il y a pas mal d'effervescence, enfin, il ne faut pas exagérer non plus, on en parle, c'est pas toute la grande presse américaine qui en parle, mais alors qu'avant c'était un silence total, c'était vraiment le désert au niveau des informations sur les ovnis, on en parle quand même pas mal, notamment quelques journaux professionnels, le New York Times, et je vais présenter donc quelques extraits d'articles sur ce sujet, et puis le blog de Kevin Randle, qui est un ufologue réputé, qui donne son point de vue là-dessus. Pardon, excuse-moi, je ne comprends pas. Ah, UAP, c'est un autre sigle qui veut dire la même chose. C'est un sigle qui a été inventé par l'armée américaine pour ne pas dire UFO. C'est pareil. Alors en fait, donc les photos, c'est des photos de chasseurs bombardiers F-18. On avait parlé récemment, d'ailleurs on en avait parlé au Paris, il y a eu des témoignages qui avaient été faits sur le Pacifique, des chasseurs qui partaient d'un porte-avions, qui ont rencontré donc un ovni. En fait, il y a aussi énormément de témoignages dans l'autre océan du côté de l'Atlantique. Les Américains ont découpé leur côte en différents secteurs. Il y a des secteurs où les avions peuvent faire des exercices sans rencontrer normalement d'avions civils ou quoi que ce soit. Et donc, en réalité, c'est à peu près partout qu'il y a des témoignages. Ce qui est important, c'est que ces témoignages se sont multipliés, surtout depuis qu'ils ont installé un nouveau radar. Avant, il y avait des radars électromagnétiques, un petit peu comme les radars du passé, vous savez, ces grandes coupoles qui bougeaient mécaniquement, qui s'orientaient. Maintenant, l'orientation se fait électroniquement, et c'est des radars purement électroniques. Et c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis, et c'est beaucoup plus résistant aussi au choc, parce que ces avions de chasse, ça se pose sur les ponts des porte-avions, ça secoue énormément. Quand dès qu'ils font des virages, tout ça, ils sont soumis à des forces de gravité très fortes, et ça endommage les radars. Donc, les anciens radars étaient très costauds et peu performants, les nouveaux le sont beaucoup plus. Et c'est grâce à ça qu'ils arrivent non seulement à détecter des ovnis, mais à les suivre, à pouvoir les
les suivre avec les instruments et en prendre des sortes de vidéos grâce aux instruments. Avant, c'était pas possible. Alors, ce pilote-là, donc, il explique qu'en fait, il ne comprend pas comment les engins, enfin les objets qu'il voit, parce qu'il ne les voit pas pendant 5 minutes, il les voit pendant des minutes entières, des fois des heures entières, pendant une journée entière, sans arrêt. Les engins descendent, montent, tournent autour d'eux. Donc c'est vraiment des témoignages sur une longue période. Il dit c'est pas possible avec notre technologie à nous, on arrive à faire tenir nos zincs à grande vitesse seulement 1 heure, parce qu'ils consomment énormément de carburant. Et ces engins-là, ils sont capables apparemment de rester éternellement en l'air, de faire tout un tas d'acrobaties, de foncer à des vitesses supersoniques, hypersoniques même. Et donc voilà, c'est mystérieux. Et la date, là, toute la journée, on peut connaître la date? Oui, alors il faudrait revoir dans les dossiers. Dans ce document-là qui a été repris, alors ça a été repris du New York Times, j'ai pas vu de date là-dedans. J'ai fait la traduction en complète et j'ai mis ce petit paragraphe, mais dedans je me souviens pas d'avoir vu la date. Excusez-moi, est-ce qu'ils sont en retraite ces pilotes? Pas celui-là. Donc ils ont l'autorisation de... Oui, ouais. C'est important. Ouais. Il y en a qui sont de l'autre côté du Pacifique, je crois qu'ils étaient ils étaient pas en retraite de l'armée, mais ils étaient plus pilotes. Mais ceux-là, non, il est toujours pilote. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu? En fait, il y a eu ils ont frôlé de près une collision. Ça a beaucoup énervé les pilotes parce que normalement, dans ces zones réservées à leurs exercices, il ne devait y avoir personne. Donc, ils se sont dit, le gouvernement américain a envoyé un drone, un projet de drone super sophistiqué, et c'est pas normal, ça va chauffer. Donc, ils se sont renseignés. Premièrement, il n'y a pas de drone, et de toute façon, en regardant les caractéristiques de l'engin, eh bien, ça ne pouvait pas être un drone, c'est beaucoup trop perfectionné. Mais c'est ça qui a un petit peu été le déclencheur pour le fait que les pilotes ont voulu, puisqu'il y avait une omerta, personne ne parlait de tout ça, ils ont voulu en fait briser le mur du silence. Et c'est un petit peu l'origine du fait qu'on commence à parler de ces choses-là. Parce que le gouvernement américain maintenant demande aux pilotes de témoigner, mais bien sûr il ne prétend pas du tout que ce soit des véhicules extraterrestres. Hein. Il n'en est pas question pour lui, c'est des choses inconnues, des menaces potentielles pour l'armée américaine, il faut les étudier, point final. Oui, un des lieutenants, qui est pas celui-là que je vous ai montré, mais un autre, a déclaré « Nous sommes ici pour faire un travail avec excellence, sans inventer des mythes. Hein, ». Il n'est pas question de parler du faux. Et de toute façon, toutes les analyses, tous les témoignages qui sont recueillis resteront secrets, ils ne seront pas divulgués à la presse. Kevin Randle, donc il a fait un texte d'une bonne page que j'ai mis dans Facebook. Là, on a mis un petit résumé. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai passé des années à suggérer que le gouvernement n'a aucune motivation pour la divulgation, que c'est seuls les aliens qui pourront provoquer cette divulgation. Et il se demande maintenant pourquoi le gouvernement ouvre cette boîte de Pandore, alors qu'il ne voit pas bien pourquoi ce qui a changé, quel avantage. Parce que c'est vrai que maintenant le gouvernement dit on doit examiner ces observations car nous sommes tenus de le faire pour la sécurité du pays, mais avant c'était pareil, donc on ne voit pas bien ce qui change, on ne comprend pas bien pourquoi d'un seul coup on parle de ces phénomènes avant qu'on n'en parlait pas. Enfin on n'en parlait pas officiellement bien sûr. Et puis ensuite ce qui vient son opinion, d'après analyse des témoignages, ces objets doivent provenir d'une source extérieure, une source technologiquement plus avancée que nous, et ne laisse qu'un seul lieu comme point d'origine au-delà de notre système solaire. Et la photo de Kevin Randle, elle est assez ancienne déjà, c'est quand il a été militaire en Irak. Donc, oui. Alors, en fait, il y a le New York Times, mais il y a des magazines techniques comme Ride ou des choses comme ça qui écrivent là-dessus. Mais c'est pas, à part le New York Times, c'est quand même pas généralisé. Et puis en France, le GEPAN et l'armée française. D'ailleurs, remarquez une chose, l'US Air Force n'en parle pas non plus. Il n'y a que la Navy. Pas tant la question avion et espace aérien, c'est quand même l'US Air Force qui devrait se manifester en premier.
et non, c'est la Navy. En France, le MUFON, où effectivement on a mis quelques commentaires, moi aussi j'en ai mis dans mon site, et puis le Parisien en a un petit peu parlé, mais sinon c'est le silence habituel. Quelques livres ufologiques. Alors bon, je ne vais pas parler de détailler celui du sujet d'aujourd'hui, c'est celui de Daniel Aran, avec aussi une excellente préface de Sylvie Joubert. Donc je vais vous le montrer quand même, il est en vente derrière. Ah, c'est celui, voilà, j'ai fait une bêtise, on revient en arrière. Le dossier des ovnis dans Lyon, excellent petit bouquin. Alors là, c'est un bouquin fait par Rémi Fauchereau, qui est un ufologue donc, de Lyon. C'est un recueil d'informations, c'est le recueil d'informations le plus complet qu'il y a, mis à jour, plutôt que de publier des correctifs. À chaque fois, il en fait une nouvelle version. Vous verrez, c'est excellent et j'ai particulièrement apprécié les deux préfaces. Mais tout est bon là-dedans. C'est pas compliqué, il n'y a pas de théorie, il n'y a que des témoignages. Et c'est vraiment bien fait. J'ai un autre bouquin que je n'ai pas complètement lu, qui me paraît assez intéressant. Enfin, il y a à boire et à manger, mais il est quand même très intéressant. C'est Alien Rock, c'est en anglais. C'est The Rock'n'Roll Extraterrestrial Connection. C'est-à-dire en réalité, tous les témoignages, tous ces stars des rock'n'roll, il y a un grand nombre de stars de rock'n'roll qui ont été témoins d'OVNI, ou prétendent même avoir été abductés. C'est des gens aussi célèbres que Lennon, Bowie, etc. Et il y en a beaucoup, hein. Vraiment, c'est vraiment étonnant, comme c'est un peu le phénomène avait utilisé le rock'n'roll pour se manifester. C'est assez spécial. Mais bon, c'est des témoignages comme d'autres. Et puis, un autre livre que j'ai trouvé très intéressant, c'est l'affaire Adamski, preuve et contre-enquête. Donc c'est un livre écrit par Michel Zirguer, qui est un ufologue français qui vit au Japon. Il vit au Japon en fait parce qu'il a été amené, comme il s'intéressait à Adamski, c'était Adamski qui avait le plus de sources et de gens qui étaient passionnés par ça, il est allé là-bas. Et donc il a trouvé des nouveaux éléments, notamment il a fait étudier des photos dans lesquelles on ne voyait rien, il les a fait... il a fait des améliorations et on voit des choses qu'on ne voyait pas avant comme une soucoupe alors qu'elle n'était pas censée être là. On voit en fait le fameux Vénusien, vous savez peut-être que Adamski aurait vu discuter avec un Vénusien. On voit des témoins qui étaient censés être là à l'époque et on voit qu'ils sont effectivement là à l'époque et là où ils étaient censés être. Donc ça fait quand même progresser l'affaire Adamski un peu dans le sens de sa validité. Parce que moi j'étais comme tout le monde, autrefois je pensais que ça ne tenait pas debout ces histoires-là. On lit les choses rapidement et puis comme ça paraît extraordinaire, et puis comme Vénus, et on sait que c'est une planète infernale, on se dit tout ça c'est pas possible. Mais en réalité, on ne sait pas, les choses progressent et peut-être qu'il y a un retour de l'affaire Adamski. Astronomie, c'est une blague. C'est la photo rare d'un trou noir en formation. J'ai trouvé ça rigolo. C'est Isabelle Ferrigo d'Annecy qui m'a envoyé ça. Et voilà, vous voyez, c'est un chien, bien sûr, qui est... Allez, je passe. On va parler un peu d'astronautique. Retour vers la Lune, colonisation du système solaire, et puis un petit peu de SpaceX. C'est rare qu'on parle pas de SpaceX en bien ou en mal. Là, on va parler tous les deux, là, en bien et en mal. Retour vers la Lune, vous savez que les Américains mettent le paquet pour retourner vers la Lune. On parle quelquefois du projet Artemis. En tout cas, ils veulent arriver sur la Lune avant que les Chinois arrivent sur la Lune de nouveau avant eux. Donc ils se sont donnés comme date 2024. La NASA construit une super fusée, extrêmement chère, ça avance extrêmement lentement. Le gouvernement américain a tapé du poing sur la table et dit que ça sera en 2024 et il y a intérêt que ça avance. Bon, on verra. Mais en attendant, ils font aussi appel aux sociétés privées, parce que apparemment elles sont un peu plus rapides et efficaces. Donc, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une fusée pour aller sur la Lune, il faut ensuite un outil pour atterrir dessus. Donc, ce que vous voyez là, donc vous savez sans doute que M. Jeff Bezos, qui est le patron d'Amazon,
a décidé d'investir ces milliards chèrement gagnés, ou facilement gagnés, je ne sais pas, dans l'astronautique. Il a construit donc une société qui s'appelle Blue Origin, et là il présente, dans un grand show à l'américaine, l'atterrisseur lunaire qu'ils sont en train de mettre au point, qui devrait être prêt pour 2024. Donc c'est une sorte de camion, et en bas il y a le moteur, là, attends, j'ai utilisé le pointeur, le moteur, là un gros réservoir d'hydrogène, puisque c'est un moteur à hydrogène. Pourquoi l'hydrogène? C'est extrêmement performant, mais c'est aussi très difficile. Mais d'abord ils savent faire, ils ont déjà des engins qui marchent comme ça. Et puis surtout, on a découvert récemment qu'il y a de l'eau sur la Lune. Là, vous savez, l'eau H2O, si par électrolyse on la coupe en deux, d'un côté on recueille l'hydrogène et l'oxygène, et donc on a du carburant pour les fusées, très simplement. Donc c'est pour ça qu'il a pensé à utiliser l'hydrogène. Que dire d'autre? Que là il est bien mis. D'habitude il est dans des positions plus décontractées. Alors c'est ainsi un grand rêveur, un grand prophète, un peu comme Elon Musk, mais d'une façon complètement différente. Lui il est beaucoup plus soft, mais quelquefois il est assez étonnant, donc on va voir. J'ai des photos de lui. Ah non, pas de là. Là oui, c'est toujours l'atterrisseur. Vous voyez, il peut servir à plusieurs choses. On peut mettre dessus une capsule, dans laquelle on pourrait mettre des astronautes, mais on peut mettre aussi dessus un petit camion, un petit minivan, je sais pas quoi, un petit engin rover lunaire. C'est vraiment un outil à tout faire. Allez, suite. Ouais, bon, il peut porter de 3, 6 à 5 tonnes. Voilà, il a un moteur hydrogène, j'ai déjà dit, donc suite. Mais il n'est pas le seul, il y a des petites sociétés qui ne font pas des gros atterrisseurs comme ça, mais des tout petits capables de mettre 100 kg sur la Lune. Parce qu'on n'a pas forcément besoin d'envoyer des hommes, on peut simplement envoyer des petites machines, des petits laboratoires. Un peu comme ont fait les Chinois récemment, ou voulaient faire les Israéliens, qui ont échoué de très peu, mais qui vont recommencer. Là, il y a une société américaine qui s'appelle Astrobotic, vous voyez, qui prépare un petit rover, il n'est pas encore terminé. Et un petit atterrisseur, pardon, c'est pas un rover, pas que je dise, de conneries. Et là, une autre que je trouve assez, presque sexy, enfin, assez étonnant, là on le voit, on va revenir en arrière. Donc, oui, c'est là. Donc là, vous voyez, on le voit en l'air, le dessin d'artiste, et puis là, on le voit poser. Et puis ça en fait, c'est le système optique qui va lui permettre de récupérer, de trouver un terrain plat pour se poser. C'est quand même, tout ça c'est fait avec l'argent de l'État. Hein. Déjà, c'est le successeur d'un projet qui s'appelait Morpheus de la NASA, et là encore, ils vont recevoir, ces gens-là, 77 millions de dollars. Donc, c'est quand même, c'est une société privée, mais financée par l'État. Bah, c'est l'idée, c'est de créer grâce à l'argent de l'État, des sociétés privées qui vont ensuite monopoliser ça, je suppose. Alors voici le prophète, Jeff Bezos, dans une pause qui a été pas mal publiée, parce qu'elle est assez... il y en a qui disent qu'il est un peu fou, mais d'autres qui disent qu'il est rigolo. Enfin, ça, chacun son... Mais ceux qui travaillent dans ces boîtes, ils ne trouvent pas qu'il est rigolo. C'est très... c'est business, et puis on fait suivre le bonhomme. Voilà une autre photo qui pour se moquer de lui, je pense. Alors, là je vais changer. Donc en fait, Jeff Bezos, je vais quand même utiliser ce slide-là. Jeff Bezos, son idée, en tout cas ce qu'il défend publiquement, c'est qu'il lui veut pas quitter la Terre pour avoir une chaloupe de sauvetage. Au cas où il y avait une catastrophe sur Terre, on pourrait se réfugier sur Mars. C'est ce que raconte Elon Musk. Lui, pas du tout, il dit la Terre, il faut l'entretenir. Par contre, toute l'industrie, il faut la mettre dans l'espace, et d'ailleurs l'espèce humaine doit devenir spatiale. La Terre, on pourrait en faire un jardin, un grand parc, et puis toutes les industries, ça serait dans l'espace. D'ailleurs, dans l'espace, il y a autant d'énergie solaire que l'on veut, des millions de fois plus que sur Terre, même des milliards à la limite, et il y a tout ce qu'il faut comme matière première. Donc c'est l'idée un petit peu de poursuivre la croissance, c'est la croissance sans fin, c'est la croissance dans le système solaire. Ça peut se critiquer évidemment, enfin c'est quand même le point de vue qu'il défend. Ça se base aussi sur des idées des années 1970, du siècle dernier.
où un professeur qui s'appelait O'Neill avait développé des idées d'habitat spatiaux. Donc là, je vais sortir d'ici et je vais montrer des petites vidéos, parce que ça ne marche pas inclus dans... je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc je vais vous montrer la vidéo 0. Alors vous voyez le système. Donc le soleil, il est dans l'axe. Il faut voir que le soleil serait dans l'axe. Ah, il a des satellites faits, oui bien sûr. C'est pas grave, on va le relancer. Donc le soleil, je vais l'arrêter, je vais le bloquer là. Si tu veux, te bloquer. Oui. Donc le soleil, il serait dans l'axe ici, là, ici comme ça. Il tape sur les réflecteurs qui rentrent par les fenêtres qui sont là. Et les fenêtres éclairent derrière ici, c'est des champs, des plantations, je ne sais pas exactement. Et là, vous avez deux systèmes. Vous avez le cylindre et puis qui cohabite avec la roue. C'est les deux systèmes qui sont pensés parce que, comme on ne sait pas faire de gravité artificielle autrement que par la force centrifuge, en faisant tourner la roue et en faisant tourner le cylindre, on crée une force centrifuge intérieure, ça remplace la gravité. Donc ça permettrait, si on est capable de les construire, si, etc., de coloniser, ces idées permettent de coloniser le système solaire. Donc je vais relancer, je fais comme ça. Voilà, donc ça, c'est le principe. Maintenant, il y a quelques petites vidéos. Alors, si vous aimez... Alors, vous voyez, là, on est dans l'intérieur d'un cylindre, là. Si vous aimez pareil, je vais l'arrêter avant la fin. La nature sauvage, les dessinateurs au service de M. Bezos et de ses rêves nous ont fait un environnement de type alpin. Là, ils sont un peu trompés, ils ont mis un cerf, ils ont dû mettre un chamois ou un bouquetin, enfin peu importe. Mais si vous n'aimez pas ce genre d'environnement, si vous préférez celui-là, un côté un peu rétro, vous voyez, là il y a même un zeppelin qui passe dans le plafond, là. Ah, on va pas le relancer. C'est des toutes petites vidéos. Ça me fait penser un peu à l'Europe centrale, ou à une anime de Miyazaki, enfin ouais. Mais bon, c'est sympa. Si vous préférez le moderne, je crois que c'est ça. Ah ben voilà, on peut vous... Alors là c'est différent, là. Vous voyez, c'est le système de la roue. Je ne sais pas si vous voyez... Ah oui, bah pareil, toujours, il faut que je l'arrête. Il faut qu'on voit quelque chose. Là, je l'arrête maintenant. Vous voyez, là c'est la jante de la roue. On est posé sur la jante et elle tourne, elle fait... La force centrifuge fait la gravité. Ah, c'est des progrès gigantesques, on est dans le pleine science-fiction, on est dans le rêve. C'est sûr qu'on ne voit pas bien quand est-ce que tout ça pourra exister réellement. Mais la technique permet peut-être de le faire. Enfin, elle n'empêche pas en tout cas. Et puis la dernière, c'est un mélange. Vous voyez, il y a des monorails, il y a des fermes, comme on en trouvait... comme on en trouvait autrefois dans le Mid-Ouest américain. Bon, maintenant il n'y en a pratiquement plus de faire comme ça, parce que vous voyez, il y a un mélange de paysages agricoles, nature, et puis dans le fond, une ville. Donc là, vous avez tout pour vous. Enfin, l'idée, je vous montre tout ça pour l'idée pour montrer que ça bouge beaucoup aux États-Unis. Il y a vraiment des gens qui rêvent sur une très grande dimension. Ils ont conscience que ça ne se fera pas en 2 jours, mais n'empêche que c'est les objectifs à long terme. Voilà, je vais reprendre la vidéo. Là, je vais dire la présentation. Diaporama, proactive. Alors, voilà pourquoi je suis sorti, parce que ça ne marche pas quand c'est inclus. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, on l'a vu. Bon, j'ai pratiquement fini. Ah oui, il faut quand même que je parle un peu de SpaceX. Alors SpaceX, ils ne se contentent pas de fabriquer des fusées, d'être un transporteur spatial. Ils ont décidé de se lancer dans le business de la télécommunication. Là, ils ont envoyé d'un seul coup avec leur fusée Falcon 9, nouvelle version, 60 satellites d'un seul coup. Hein, c'est pas un record, mais c'est quand même beaucoup. C'est des petits satellites de 267 kg. Et alors que les satellites de communication jusqu'ici, ils sont en orbite géostationnaire, ce qui leur permet de rester toujours au-dessus de la tête de l'endroit visé.
Là, c'est plein de petits satellites qui tournent, qui tournent autour de la Terre. Et ils communiquent entre eux, ce qui fait que les stations au sol savent à tout moment, et les satellites savent à tout moment où ils sont, et ils peuvent relayer l'information comme ça. Et ce qui est vraiment important, bon je vais vite parce que nous ne pouvons pas y passer non plus trop de temps, financièrement, c'est le trading à haute fréquence. Ce qui, comment dire, au niveau de la bourse maintenant, les bourses se battent à la milliseconde près. Si vous arrivez à passer un ordre de bourse plus vite que les ordinateurs de la concurrence l'ont traité, vous allez gagner parce que vous, enfin, je veux dire, si vous savez que quelqu'un a passé un ordre de bourse d'achat ou de vente, vous savez que ça va faire baisser ou monter les cours. Si vous arrivez à faire passer votre propre ordre juste avant que les ordinateurs de la concurrence le savent, et bien vous allez pouvoir passer un ordre gagnant à coup sûr. Et ça, maintenant, c'est la guerre pour passer des ordres le plus vite possible. Ça s'appelle le trading à haute fréquence. Et c'est vraiment, c'est la milliseconde qui compte. Hein. Quand l'ordre passe, on regarde le timestamp, enfin le moment précis où il s'est passé, et ça permet de savoir à quelle valeur cet ordre va être compté. Et il y a des sociétés qui se font des centaines de millions de dollars comme ça, en ne faisant que ça. Alors ça tue évidemment le petit boursicoteur, ça il ne le sait peut-être pas encore, mais il va bientôt être au courant. Il n'y a que les gros boursicoteurs qui passent des ordres à long terme, genre à un an d'avance, qui risquent rien. Et si vous faites comme vous faisiez beaucoup de gens autrefois, je passe un ordre et puis je vends le lendemain, ben là, vous êtes sûr de perdre votre chemise rapidement, à cause de ces gens-là. Mais il y a un énorme business, et ce que vise SpaceX, c'est notamment ce trading à haute fréquence. Mais il n'y a pas que ça, bien sûr. Et pourquoi ils vont gagner? Parce que tout simplement, les satellites étant beaucoup plus près du sol, enfin je simplifie, hein, ça va aller beaucoup plus vite pour faire passer les messages. Il en a lancé 60, bientôt il y en aura 400, ce sera le service minimum, puis 800, puis 3200, là il y aura un système complètement performant, et paraît-il qu'il y en aurait 12 000. Lui, il a assez d'argent pour en lancer 1000, donc à partir de là, il devrait s'autofinancer, et avec tout cet argent qu'il devrait gagner, c'est dans ses rêves, enfin pourquoi pas, il va pouvoir financer la suite du fonctionnement de SpaceX, sans emprunter. C'est pour ça que j'ai marqué que c'est un moteur clé dans le financement de sa vision sur Mars. Ouais, sauf que ces satellites, on s'aperçoit que... Alors, page suivante. Alors oui, bon là c'est le moment où ils vont être mis sur orbite. Ils sont arrivés sur orbite terrestre, ils vont être lâchés, je passe. C'est pas très intéressant. Mais ça c'est très intéressant. C'est une photo faite par un astronome néerlandais, juste après le lancement. Vous voyez tous les 60 satellites là, qui sont en train de se mettre lentement sur orbite. Chacun a son moteur. Alors vous voyez passer ça dans le ciel au-dessus de chez vous, c'est amusant. Sachant qu'ils vont se disperser, il y en a qu'il y en a que 60. Bientôt il y en aura 12 000. Plus peut-être la concurrence. Alors ils ne seront pas tous visibles comme ça, parce que quand ils seront dans l'ombre de la Terre, ils ne seront pas visibles. Le soleil ne les frappera pas, donc ils ne seront pas lumineux. Mais tous ceux qui seront, comme ils sont quand même en altitude, tous ceux qui seront près, c'est-à-dire quand vous serez près du coucher de soleil ou du lever de soleil, et ben vous les verrez, tous ceux qui sont déjà illuminés ou toujours illuminés par le soleil, parce que les satellites, pour eux, le soleil n'est pas couché ou est déjà levé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le ciel va être extraordinaire d'ici peu de temps. Et les astronomes ne sont pas très contents, parce que ceux qui viennent de réaliser ça, parce que pour faire des pauses à longue distance, ben, si jamais il y a un de ces machins qui passe au travers, ben, il faut recommencer. Puis recommencer. Alors peut-être que ça va peut-être remettre dans les brancards, là. Peut-être que SpaceX il va... Mais un peu plus fort, Michel. Oui, quand il dit, etc., et 12 000 au futur, il y a peut-être une petite pause en humour, parce qu'il y a un problème que ça pose. S'il y a les 12 000 sans compter tous les autres pays. Oui, les autres... Parce qu'on en est même actuellement à certains pays émergents, on voit l'exemple, comme l'Inde, oui, etc. Oui. Et donc, on sait bien que déjà, les débris... Non, mais les débris, c'est autre chose. C'est un problème quand ils sont usés, qui doivent... Oui, c'est un problème, il ne faut pas tout mélanger. On envoie des astronautes qui doivent arriver à traverser sans être... Ok, Michel, ok, on va en parler tout à l'heure. Donc voilà, je voulais signaler quand même qu'il y a ils ne prennent pas de gants, ils se lancent, et tant pis pour les autres. C'est le mauvais côté de ces choses. Là, c'est le schéma du réseau.
Enfin, c'est un schéma que j'ai trouvé sur Internet, je sais pas. Enfin, ça donne une idée de ce qu'ils veulent faire. Voilà, le stand du Sceau, bah, il est parti. Et là, le mois prochain, c'est Daniel Robin, car il ne viendra pas en personne, on fera la conférence par Skype. Mais ça a déjà été fait dans la province, à Nantes, ça a bien marché, donc je ne vois pas pourquoi ça devrait bien marcher aussi. Voilà, il va nous parler du Triangle de la Nuit, de son dernier livre, et aussi de ce qu'il fait à Lyon, parce que vous savez que Daniel Robin est aussi le président de OVNI Investigation, et il est aussi, il travaille aussi avec OVNI Direct. Voilà, j'en ai fini pour mes actualités. Je passe la main à Daniel.